Donc coucou Sarah, bienvenue sur donc, ma chaîne. Donc ici, vous le savez, on parle de création de réalité. Et du coup, j'ai souhaité interviewer donc Sarah qui est avec nous parce que nous on parle souvent, voilà, entre nous, entre copines, on parle de sujets un petit peu spirituels, de développement personnel, etc. Et avec Sarah, on parlait beaucoup de dépendance affective et je souhaitais l'interviewer à ce sujet. Donc le mieux, c'est peut-être que je te laisse te présenter. Parce que moi, je vais peut-être sinon être un peu trop brève. Et du coup, ensuite, on enchaînera sur des questions, voilà, au feeling. Ok. Eh bien bonjour, donc moi c'est Sarah, je vais faire 32 ans, j'ai un petit garçon de 7 ans. J'ai lancé mon entreprise là au début de l'année 2020. Je prépare des plans emportés que je prépare de mon domicile et que je livre après sur tout le VAB. Et voilà, je suis native d'ici, j'ai toujours vécu ici. Après, je sais pas, voilà, ça c'est ma petite présentation. Ouais, c'est ta présentation. Et surtout par rapport à ton parcours, tu disais que justement, quand on est dans des phases un peu plus bas, quand on est dans des relations de dépendance affective, etc., il y a des moments où on est très très bas et on ne sait pas comment faire, à qui s'adresser. Ouais. Et je trouve qu'en fait, il existe plusieurs addictions dans la vie. Celle qu'on connaît le plus, ça va être l'alcool et la drogue. Mais il y en a plein d'autres en fait. Et moi, celle que j'ai vécue, c'est celle de la dépendance affective. Je l'ai vécue dans ma première relation, toute première, quand j'avais 16 ans. Ça a duré 5 ans. Et ensuite, j'ai rencontré le père de mon fils. Donc je pense que la vie est bien faite, tu vois, parce que avec cette personne-là, j'ai pas vécu ça. C'est la seule personne avec qui j'ai pas vécu ça dans mes relations, cette dépendance affective. Donc voilà, je suis restée avec le père de mon fils pendant 7 ans. Et ensuite, donc on s'est séparés. Et donc je suis de nouveau retombée amoureuse. Et je suis retombée dans la dépendance affective. Et ça a été très violent, comme toute addiction, de toute façon, dès qu'il y a une addiction à quelque chose. Et la seule différence, je trouve, avec les autres addictions, c'est que par exemple, un alcoolique anonyme ou une personne droguée va prendre la décision d'elle-même d'aller prendre conscience de son addiction et va prendre la décision d'aller se faire soigner. Et donc, on est préparé un petit peu psychologiquement à devoir se soigner parce qu'on prend, nous, la décision. Quand tu es dans la dépendance affective, ce qui est hyper violent, c'est que tu n'es pas décisionnaire. C'est-à-dire que la relation s'arrête et du jour au lendemain, on te dit là, il va falloir te détacher de cette personne alors que tu en es complètement accro. Mais surtout qu'il y a une forme peut-être où tu subis la chose mais sans vraiment savoir, tu sais pas vraiment que ça s'appelle je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais est-ce que tu savais que c'était de la dépendance affective? Est-ce que... Moi j'en avais conscience dans le sens où dans ma famille il y a des antécédents déjà. D'accord, par rapport à ça. Voilà. Et en plus de ça, oui, quand tu te sépares d'une personne et que ça devient obsessionnel, que tu ne penses qu'à ça, du moment où tu ouvres les yeux le matin jusqu'à fermer tes yeux le soir, tu ne penses absolument qu'à ça, il n'y a rien d'autre qui compte. Tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un travail, tu peux avoir ce que tu veux à côté, tu ne peux plus penser à rien à part à cette personne-là. Et quand tu en as des douleurs, donc que ce soit émotionnelles et physiques, moi j'en avais des douleurs physiques aussi, des douleurs c'était dans le dos, les épaules, dans les cervicales. Voilà. Surtout le haut du corps, alors pas tout ce qui est les jambes, c'est vrai. Beaucoup le haut du corps. Donc voilà, quand tu en arrives à ce point-là, tu te dis que c'est pas juste une rupture comme tu peux avoir comme tout le monde, tu vois. Et je trouve que ce n'est pas assez reconnu comme une addiction, alors que c'en est vraiment une. On aurait vraiment besoin de personnes qui soient formées
pour pouvoir aider les personnes qui sont dans ces cas-là. Parce que toi, du coup, quand tu étais dans cette situation, tu avais l'impulsion de te faire aider, tu avais envie de quelqu'un qui t'aide et tu as trouvé personne. Alors, j'ai fait des choses, j'ai été voir... j'ai été voir une psychologue, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, et après j'ai fait donc beaucoup de développement personnel en regardant des vidéos sur YouTube, des livres et tout ça. Et au final, c'est ce qui m'a le plus aidé. Parce que clairement, de toute façon, tu peux aller voir autant de psy que tu veux, ou faire autant d'hypnose que tu veux, ou si toi, tu n'es pas dans l'action, dans ton quotidien, de changer les choses, il ne se passera rien. Donc ces personnes-là, si tu veux, elles peuvent t'aiguiller, tu peux déballer tout ce que tu as à dire, et donc ça peut te décharger, mais elles ne t'apporteront pas de solution. Et surtout, est-ce que toi, tu as été comprise Est-ce que... Parce que... Alors par la psychologue, clairement non, je ne pense pas. Mais c'est ça, c'est que... Parce que je pense que ils sont pas spécialisés justement dans la dépendance affective. Alors je sais qu'il y en a, mais dans les grandes villes. Donc moi, quand j'ai fait des recherches et tout ça, c'était toujours sur Paris, sur Lyon, voilà, que sur des grosses villes où il y avait effectivement des groupes de soutien, même comme pour les alcooliques anonymes, comme pour les drogués. Et ça, c'est primordial, je pense, vraiment, un groupe de soutien. Et j'aimerais vraiment pouvoir en créer un par la suite aussi. Mais voilà, tout est fait dans les grosses villes et ici, on n'a rien. Et je sais à quel point ça peut être dramatique, la dépendance affective. Comme je vous dis, c'est une addiction, comme un drogué, comme un alcoolique. Donc on serait prêt à tout, mais à tout, pour avoir cette personne auprès de nous. Alors qu'en plus, la relation est souvent très violente et elle n'apporte pas forcément quelque chose de positif. Mais on ne peut pas s'en passer, c'est plus fort que nous. Comme la drogue et l'alcool, on sait ça n'apporte rien de positif en soi, mais on ne peut plus s'en passer. Mais là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec une personne. Et la personne, elle, on n'a pas d'emprise dessus. L'alcool, de la drogue, on peut s'en acheter n'importe où. La personne, on ne peut pas l'appeler et lui dire « bon là, tu viens maintenant de suite parce que là, j'ai besoin que tu sois là ». Non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu pourrais le qualifier un peu comme de l'adrénaline, comme ton shot d'adrénaline Mais c'est exactement ce que je disais. Disais, c'est mon shoot. C'était mon shoot quotidien, j'en avais besoin. Et comment tu la qualifies, enfin, tu la qualifies d'addiction, mais derrière, est-ce que tu penses que ça peut être une addiction? Tu dis, voilà, derrière toute addiction, c'est compliqué, mais est-ce que tu penses que ça peut être quand même positif, ou c'est toujours quelque chose qui, toi, te mettait encore plus bas, tu vois? Tout le temps où tu es dans la relation, c'est que négatif. D'accord. Il n'y a pas de positif, clairement. Enfin, moi, en tout cas, au point où c'en était arrivé, il n'y avait plus de positif. D'accord. Et surtout, ce qui est ultra, ultra, ultra important, et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à entreprendre des choses pour m'en sortir, c'est quand j'ai arrêté de vouloir tout remettre sur sa faute à lui. Quand j'ai pris conscience que, pas pour minimiser ce qu'il me faisait, parce que clairement c'était pas une bonne personne, hein, donc ça minimise pas en fait tout ce qu'il a pu me faire, mais par contre je me concentre sur les choses où moi j'ai du pouvoir, et du pouvoir sur lui j'en ai pas. Par contre j'ai du pouvoir sur moi. Sur toi et qui tu veux attirer. Exactement. Et ce que tu vibres en fait. Exactement. Parce que c'est ça aussi. Exactement. Je tourne un petit peu. Donc voilà, du moment où j'ai pris conscience que c'était sur moi qu'il fallait que je me concentre et que j'avais aussi ma part de responsabilité, parce que une personne bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui a une bonne estime de soi et qui a confiance en soi ne reste pas avec une personne comme ça. Donc je me suis dit ok, moi aussi, je fais n'importe quoi. Moi aussi, quelque part je le manipule, parce que quand tu as besoin de la personne, tu serais prête à dire tout et n'importe quoi et faire tout et n'importe quoi pour qu'elle revienne. Donc moi aussi, j'étais dans la manipulation. Moi aussi, j'ai certainement fait des choses que j'aurais pas dû. La seule différence, c'est que moi, c'était toujours dans un élan d'amour. Jamais dans un élan
de violence ou de méchanceté gratuite. C'était toujours dans l'espoir de reconstruire quelque chose de viable, de solide. Un élan de vie, c'était quoi, un élan, qui te- ouais, c'était toujours par amour. D'accord. C'était jamais pour lui faire du mal ou voilà. Mais ça n'empêche que voilà, j'avais ma part de responsabilité et j'étais certainement aussi insupportable par moments parce que quand quand tu vis avec une personne qui est dépendante affective, je pense que c'est très très lourd pour la personne qui est en face de toi aussi. Bah, disons que c'est une espèce de fusion. Sans l'autre, on n'existe pas en fait. C'est ça. Mais on peut pas vivre à travers une personne. Et voilà, C'est alors pas que possible. en fait, le but de la vie, c'est d'être bien soi-même. Enfin, ça, on l'entend partout, donc voilà, on le sait, il faut être bien soi-même pour C'est être ça. bien avec l'autre. C'est ça. Et c'est exactement ce que je fais Aujourd'hui. maintenant. Ouais, ça va faire 2 ans du coup. Enfin, ça fait vraiment 1 an que vraiment on n'a plus de contact. Et ça fait 2 ans que notre relation, ce n'est plus une relation. Donc, la destruction. Donc du coup, c'est vraiment la première fois de ma vie où je me retrouve célibataire et où j'apprends à vivre avec moi-même, à m'écouter, à comprendre, à analyser mes émotions et à les transformer en quelque chose de positif, à avoir de nouvelles perceptions, regarder les choses sous de nouveaux angles et ça fait du bien. Et ça se voit en plus. Et ça fait du bien. Et du coup, ça amène à une question. Qu'est-ce qu'elle pensait, la Sarah d'avant, dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle pensait d'elle-même? Tu vois, la différence entre ce que tu penses maintenant en te réveillant et ce que tu pensais avant. Tu vois, c'est... Quand j'étais dans la relation. Ouais. Et que tu étais dans ce cercle vicieux, en fait. Je pensais même pas à moi, en fait. Quand tu es dans la dépendance affective, le truc, c'est que tu ne penses même plus à toi-même. Tu n'as plus aucune pensée pour toi. Tout va vers cette personne-là. Tu te demandes ce qu'elle fait, tu te demandes ce qu'elle pense, tu te demandes ce qu'elle mange, tu ne penses même plus à toi, en fait. Tu n'existes plus. D'accord. Tu n'existes plus. Et quand elle n'est pas là, je te dis, c'est horrible. Vraiment, tu es en manque. Tu es en manque. T'as l'impression qu'on t'arrache une partie de ton ventre. Ouais, c'est affreux. J'ai connu un peu ça aussi dans certaines relations à l'adolescence. Et je me souviens que même rien que de ne pas avoir une réponse à un message pendant des heures, c'était un supplice, quoi. Ouais, un supplice, comme si, comme une forme de mort, quoi, de soi-même. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est ça que tu vivais en fait au quotidien? Mais de toute façon, j'étais morte, complètement. J'avais perdu énormément de poids. Ma mère avait très peur. Elle était à 2 doigts de me faire hospitaliser si je réagissais pas. J'ai eu des pensées de suicide à plusieurs reprises. J'imagine que non. Parce que quand tu es dans la douleur constante, en fait, au bout d'un moment, tu as juste envie que ça s'arrête. Ouais, puis tu sais pas où est-ce que tu peux te rapprocher. En plus, si tu vas avoir des personnes qui ne comprennent pas en fait ce truc-là. Parce que quand on est désespéré, on a envie d'être écouté, on a aussi envie d'être compris et qu'on nous dise mais c'est pourquoi en fait je vibre, pourquoi j'ai besoin de cette adrénaline pour me sentir mieux, pourquoi en fait. Et je l'ai compris avec la psychanalyse, c'est que quand on est petit ou voilà, dans des situations les plus jeunes, en fait on ressent de par nos parents, de par le contexte extérieur, de la forte adrénaline. Et en fait, ça, c'est notre corps, il est imprégné de ça. Et par la suite, dans notre adolescence, quand on est adulte, il va chercher ce choc-là. Et donc, je pense que ça peut aussi s'expliquer par ça. Et du coup, le corps, il est en dépendance, il faut qu'il vibre, il faut qu'il... En fait, on appelle ça de la jouissance, quoi, en psychanalyse. Et cette jouissance-là, il faut entre guillemets, il faut troquer la jouissance pour le plaisir de la vie. Et donc, se sevrer de cette jouissance, c'est hyper dur. Et tout seul, je pense que tu as raison, non, mais tu peux te sombrer, en fait. Mais clairement, tu peux pas. Quand tu es dans la dépendance affective pure et dure, tout seul, tu ne peux pas. Et qu'est-ce qui t'a sauvé alors? Toi. Ce qui m'a sauvée, je te dis, c'est d'avoir été quand même malgré tout voir des professionnels qui ne me comprenaient pas forcément, mais qui m'ont pas rien apporté. Ils m'ont par exemple apporté des réponses sur des traumatismes que j'ai pu avoir dans mon enfance. D'accord. Qui expliquent par la suite effectivement
pourquoi je suis dépendante affective. Donc ça, maintenant, je le sais. Avant, je savais que j'avais un problème par rapport à ça, mais je ne savais pas pourquoi. Et ça, c'est aussi une des premières étapes. Ouais, c'est connaître. C'est la première étape. Et ça, un psy, quelqu'un qui fait de l'hypnose ou de MDR, peu importe, une médecine qui convient à la personne, c'est important d'avoir ces réponses-là avant d'entrer dans un processus de guérison par rapport à la dépendance affective. Tu peux pas sauter cette étape-là. Donc voilà, la première étape, c'est effectivement d'aller voir un professionnel quel qu'il soit, je pense. Mais ensuite, après, le boulot de la guérison, ça va être toi. Et moi, ça, c'est toutes les vidéos, tous les livres que j'ai pu lire sur le développement personnel qui m'ont aidé. Donc là, clairement, après avoir eu ces réponses-là, je me suis aidée toute seule. Mais sauf que ça a pris 2 ans et demi. Beaucoup plus de temps que... Voilà. Ça a pris 2 ans et demi. Et toutes les personnes ne tiennent pas 2 ans et demi. Parce que pendant 2 ans et demi, c'est très, très, très violent. Ouais, puis très long, puis t'es dans un tunnel noir, j'imagine. Et... Tout le temps, où que tu sois. Tu peux être avec tes amis, tu peux être avec ta famille, tu peux être avec des gens avec qui tu te sens bien. Il n'y a rien qui fait, tu es dans le manque constant. Le manque de cette personne-là, il te faut celle-là et personne d'autre. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a un problème, c'est que c'est complètement... Il n'y a qu'un dépendant affectif pour se dire... c'est une aberration de se dire qu'il n'y a qu'une seule personne sur Terre, sachant qu'on est 7 milliards. Qu'une seule personne sur Terre qui peut t'apporter ça. C'est complètement aberrant. Mais quand tu es dépendant affectif, ouais, tu le penses, mais à 2000%. Et tu te dis que les autres ne te comprennent pas. Mais que oui, c'est cette personne et personne d'autre. Mais non. En plus, on le dit souvent dans tout ce qui est spirituel, etc., c'est quand justement on se sent coupé des autres et du coup on entretient un truc dans notre vie qui est pas la vérité, parce qu'en fait, quand on fait partie du tout, entre guillemets, comme on fait partie d'un tout entier, on peut pas se sentir séparé. Si on se sent séparé, c'est qu'il y a un problème, parce qu'on fait partie d'un grand tout. Effectivement, quand on a le nez dans pas très poli, mais dans la merde, quoi, et ben comment on fait, en fait, c'est ça. C'est une main tendue, ça peut nous sauver, en fait. C'est un mot, un regard, c'est un rien, mais c'est tellement important dans ces moments-là. C'est important, mais après, comme je dis, le plus important, c'est vraiment de prendre conscience qu'il n'y a que toi qui pourras te sortir de là. Tu peux être accompagné, tu peux lire des centaines de livres sur la dépendance affective, tu peux regarder 36 000 tutos sur YouTube, mais tant que dans ton quotidien, tu ne mets pas d'action en place pour changer les choses, il ne se passera rien. Et dans ton quotidien, donc tu disais les lectures, les vidéos, etc. Et concrètement, est-ce qu'il y a eu autre chose dans l'action, mais dans toi, ce que tu faisais, qui a changé des choses ? Mais ouais, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fini par le bloquer de partout. D'accord. Sans plus jamais le débloquer. Ouais, parce que ça, on connaît aussi. Ou mettre. Tu sais, mettre à la place de son prénom, ne pas répondre. Ouais. Je l'ai fait tellement de fois, ça. Voilà, donc plein de petites choses comme ça qui paraissent rien du tout, mais qui font la différence. C'est plein de petits pas, en fait, tous les jours. Des tout petits pas qui font qu'au fur et à mesure, tu commences à respirer. Ouais, tu respires, tu sors la tête de l'eau. Et j'imagine que tu prends l'estime de toi-même aussi. Ouais. Parce que quand tu es dans cet état de dépendance affective, c'est aussi une grosse baisse d'estime. Mais parce que tu n'as plus aucune estime. Ouais. Tu ne peux même pas te regarder, en fait. Tu ne te vois même plus. Non, mais c'est ça, mais tu ne sais même plus qui tu es. Moi, il a fallu que je réapprenne à savoir ce qui me fait vibrer, à savoir ce qui me passionne, à savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Tout ça, je ne le savais plus. Je ne savais absolument plus qui j'étais. Alors qu'avant la relation, t'avais... J'étais avec le père de mon fils avec qui j'ai pas vécu ça. C'est le seul homme avec qui je n'ai pas vécu. Et c'est incroyable. Je pense que vraiment la vie est bien faite, tu vois. Il y a vraiment quelque chose... Parce que j'ai toujours vécu dans la dépendance affective et avec lui, non. Et c'est avec lui que j'ai eu un enfant. Tu disais, c'est 7 ans ensemble, c'est un cycle, 7 ans. Donc
Et qu'est-ce que je disais? Et estime de soi, t'as dû Ouais. réapprendre. Du coup, j'ai dû réapprendre, ouais. te... J'ai dû vraiment réapprendre parce que ouais, je me suis tellement oubliée parce que du coup, ça a duré 4 ans, ma relation quand même. Donc en 4 ans, ouais, j'ai complètement... À force de vivre qu'à travers lui pendant 4 ans, mais moi, oui, j'ai absolument oublié ce que j'aimais, qui j'étais, quelles valeurs j'avais. Et maintenant que tu prends un tel recul pour en parler, la leçon, c'était quoi en fait? La leçon, c'est que rien n'arrive par hasard et que, comme je t'ai dit, il y a des antécédents aussi dans ma famille par rapport à la dépendance affective et que je pense que j'ai quelque chose à faire par rapport à ça, clairement. Et que voilà, la vie m'a mis exactement ce qui devait être sur mon chemin à ce moment-là pour que je prenne conscience que j'avais des choses à accomplir. Et aussi pour que j'arrête de vivre sans vivre vraiment. Je pense que... Une forme de survie. Ouais, voilà. Même quand j'étais avec le père de mon fils, tu vois, oui, je vivais une relation classique, tout allait bien, oui. Mais j'étais ni heureuse, ni épanouie, et je pense que la vie n'est pas ce qu'elle a prévu pour moi. Bah oui, on le ressent. Donc j'ai décidé d'écouter. C'est la différence avec avant. D'accord. Donc aujourd'hui, tu te sens bien, t'attires plus du tout les mêmes personnes. Non. Et t'es contente de te lever chaque matin, de découvrir des belles choses. Exactement. Je suis contente d'avoir 2 bras, 2 jambes, de voir le soleil tous les jours, d'avoir un petit garçon, tout ça. Tu reprends conscience des petites choses basiques, mais qui sont juste incroyables en fait. Puis surtout, les petites choses basiques deviennent un cadeau, mais de tous les jours, quoi. Voilà. C'est juste remercier, effectivement, rien que d'avoir des jambes. Hier soir, j'ai regardé un film qui m'a beaucoup fait réfléchir. Alors, j'ai pas le titre, mais je remettrai en dessous de la vidéo. Et là, beaucoup, c'est sur la haine. Donc, c'est... Waouh, les mecs... Enfin, je ne dévoile pas ce qui se passe dans le film, mais on se rend compte que oui, il est complètement mort, en fait, de l'intérieur. Il s'est tellement déconnecté de sa petite flamme, en fait, qu'il en vient à faire des trucs atroces. Et c'est pour ça que quand on sombre, en fait, et qu'on se relève, mais le moindre petit truc... Quand tu as vraiment été dans le fond, le tout est noir, tout petit truc, et ben ça a une importance de dingue. Et oui, le soleil, et nous on est près de la mer, mais juste voir la mer en fait. L'océan. De voir l'océan, de sentir, d'aller dans la forêt, de promener son chien, de pouvoir marcher, parler, manger. C'est des petits trucs en fait qui... La méditation aussi d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidée. Je pensais que j'étais incapable, que c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi. Mais j'ai compris que c'était une discipline comme toute autre discipline, c'est-à-dire que ça demande juste de l'entraînement. Bien sûr. Commencer par 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, sans se juger, juste se dire bon, mais ok, aujourd'hui j'ai réussi à méditer que 4 minutes, et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Et oui, ton corps il appelle à ça en fait. Carrément. Là, c'est pas de l'adrénaline, mais c'est du plaisir positif. C'est de la plénitude, c'est du calme, c'est tout ce que j'ai pas eu pendant ces 4 dernières années. Exactement. Et le silence aussi, comment tu l'as géré le silence? Parce que maintenant il te fait du bien, mais avant, comment tu t'as pu le gérer ce silence-là? Alors moi par contre, je n'ai jamais eu peur du silence. D'accord. Jamais. Le silence ne m'a jamais pesé. Même, tu vois, quand tu es juste là, comme ça, entre copines, je sais qu'il y a des personnes, tu vois, dès qu'il va y avoir un blanc, c'est la panique. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, jamais. Donc, du coup, je sais pas, que ce soit dans la méditation ou hors méditation, du coup, le silence, je l'ai toujours assez bien géré. C'est pas quelque chose qui t'a... C'était d'arriver à le garder, ce silence. Ouais. C'est ça qui est dur dans la méditation. C'est de ne pas laisser ton esprit vagabonder à 10 000 idées à la seconde. Donc c'est ça, c'est de ramener ses pensées à l'instant présent et juste se concentrer sur la respiration pour arrêter de penser justement. Et je sais pas si tu t'essayes ça, moi je répète des formes de prières, etc. sur lesquelles je reste focus, mais vraiment.
Et au bout de 2-3 phrases, mon esprit s'en va. Et je fais non, tu reviens là. Donc j'arrive jusqu'à faire 4-5 phrases, puis je reviens. Et c'est fou comme on peut se disperser. C'est incroyable. Mais c'est tellement... Mais en plus, notre société, tout est fait pour qu'on soit dispersé. Oui, bien sûr. Donc c'est d'autant plus difficile maintenant d'arrêter de penser. C'est vrai, et juste se remettre dans le calme, dans la sérénité et écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quoi. Comprendre que là, c'est une pensée qui va générer un mal de, je sais pas moi, de genoux ou peu importe. Tout est tellement lié en fait que souvent on va se couper de ça. Et c'est un beau chemin en fait. Au final, quand on regarde de loin, on se dit j'ai souffert, mais en fait, est-ce que j'aurais savouré la moindre petite chose dans ma vie si j'avais pas souffert comme ça? C'est clair que non. C'est ça. Moi, j'arrive aujourd'hui, tu vois, à remercier la dernière personne avec qui j'étais dans cette relation, qui a été vraiment ignoble pour moi à vivre. Mais aujourd'hui, de plus en plus, j'arrive à me dire ok, c'est génial ce qui m'est arrivé. Et je suis sûre que si je vais au bout de mon processus, ce sera... J'ai lu un livre qui disait que les personnes comme ça qui viennent te titiller dans ta vie et qui vont vraiment aller te pousser dans des souffrances les plus profondes et tout ça. J'aimais beaucoup cette expression, on disait que c'était des anges déguisés en trou du cul. Et c'est exactement ça. C'est pas mal. Mais c'est exactement ça. Ouais, parce que... C'est des anges en vrai. Ils viennent te dire que là, il y a quelque chose à travailler, là, il y a quelque chose à faire. C'est des alertes, en fait, que la vie t'envoie. Et si tu les écoutes pas... des alertes, des messages, et si tu les écoutes pas, tu seras amené à revivre tout le temps la même chose. Le souci, c'est qu'on peut rester bloqué en fait, à des étapes de développement, même de notre psychologie, de notre cerveau, en fait. Et si on débloque pas cette situation, si on met pas le doigt dessus, qu'on n'appuie pas et qu'on... Tu vois, à la limite, on n'ouvre pas la plaie pour bien la réanimer, et bien toute notre vie, en fait, et inconsciemment, on est inconscient, on revit les blessures. Exactement. Et ça, la vie te ramènera toujours le même schéma. Tant que tu n'auras pas compris, tu vivras ce schéma-là. Mais ce qui est impressionnant, et ce qui, moi, c'est un truc de fou, c'est que on peut rester bloqué à une étape de notre vie. Par exemple, on a 6 mois. Il nous arrive un traumatisme de dingue. On n'en a pas souvenir. Nos parents ne nous le disent pas, ou peu importe, tu vois. Tes cellules, elles s'en souviennent. Toutes les cellules s'en souviennent. Le cerveau, il est resté bloqué à cette étape. Il va reproduire ça toute la vie. Bien sûr. Et si on ne va pas faire ce chemin de découverte, de connaissance de soi, etc. Je te disais tout à l'heure, c'est la première étape. Et moi, c'est ce que je dis en fait. Le mantra, c'est vraiment se comprendre et se connaître sont les clés d'une vie épanouie. Et c'est pas se connaître en se disant, moi je suis comme ci, comme ça, comme ça. Non, parce qu'on peut toujours se redécouvrir, mais c'est plus se dire, je suis comme ci, comme ça, par rapport à mes besoins internes et mon fonctionnement. Après, tout le reste, on évolue. La personne que tu es aujourd'hui, t'es beaucoup plus peut-être évoluée qu'il y a 10 ans. Et je serai encore peut-être plus dans 10 ans, et bien sûr. Et tu seras peut-être même bien plus grand que ce que tu imagines aujourd'hui. Peut-être, j'espère. Mais voilà, au moins tu connais tes besoins, tu sais fonctionner seul et tu te dis que c'est ça qui va te permettre de te protéger au quotidien, je pense. Ouais, complètement. Et du coup, donc t'aimerais un projet, t'aimerais accompagner des personnes dépendantes. Alors, j'aimerais écrire un livre, en fait. Déjà qui retracerait un petit peu moins ce que j'ai vécu, mais assez brièvement en fait, ce sera pas une autobiographie quoi. Et c'est plus effectivement donner des outils pour accélérer le processus de guérison. Une fois, comme je dis dans mon bouquin, je suis ni psy, ni coach, ni quoi que ce soit. Donc le travail de cette première étape, d'aller dans la découverte de soi, y a des professionnels pour ça et j'invite les gens vraiment à faire ce travail-là avant de vouloir entamer un processus de guérison. Mais une fois que les personnes ont fait ça et qu'elles ont bien compris de pourquoi elles sont dépendantes affectives, d'où ça vient et tout ça, et qu'elles sont prêtes à vraiment, elles ont une réelle intention de vouloir s'en sortir, là effectivement, donc j'aimerais bien écrire ce livre en donnant de vrais outils, des petites choses à faire dans le quotidien pour accélérer le processus de guérison. En fait. Voilà.
Et j'aimerais aussi, je pense que ça sera un livre, alors ça c'est encore un peu flou, mais j'y pense. Mais j'aimerais que ce soit un peu un livre, un peu, alors je sais pas comment on appelle ça, interactif. Ludique, c'est-à-dire qu'il y aura des liens en fait qui amèneront sur des vidéos sur YouTube. D'accord. Par exemple, parce que je donnerai des exercices à faire, et ça sera vraiment pour développer plus l'exercice et accompagner la personne. D'accord. Donc dans le bouquin, je pense qu'en plus il y aura des vidéos intégrées. Tout ça parce qu'on dit souvent la théorie c'est bien, etc. Mais c'est vrai que agir en même temps que la théorie, en fait, c'est indispensable. Ah, mais c'est indispensable, comme je dis, tu peux lire autant de livres que tu veux, s'il n'y a pas d'action, il ne se passera rien. Et surtout, on peut, tu vois, toi qui est dans le développement personnel, etc., moi aussi j'ai pu l'être, et de nombreuses personnes disent que sinon on s'y perd en fait. Ouais. Parce que, il y a un moment, il y a un thérapeute qui disait ça, il disait le livre Le Secret. C'est super, hein, tu penses à l'argent arrive, mais non en fait, il faut aussi aller la chercher, il faut aussi sortir de son lit. En fait, la loi de l'attraction, c'est le fait d'y penser, normalement ça te met dans une autre dynamique. Toi, dans ton quotidien, tu vas avoir une autre posture, tu vas respirer différemment, tu vas t'adresser aux gens différemment parce que tu vas te bourrer le crâne avec d'autres idées, de nouvelles idées, des idées plus positives. Donc du coup, c'est censé changer des choses dans ton quotidien, donc que tu vas faire des choses différemment. Mais donc c'est bien l'action qui fait les choses, c'est pas ton mode de pensée, c'est parce que tu penses, c'est pas ta pensée. C'est effectivement, tu peux penser, tu peux rester dans ton lit comme ça pendant 10 ans, hein, et pendant 10 ans te dire je vais gagner 1 million d'euros, il se passera rien. Voilà, ça retourne. Donc du coup, le fait d'être dans l'action, c'est vraiment ce qui fait la différence. Lire et tout ça, ça va apaiser, mais ça va rien changer. Puis on se confronte pas, quand on lit, mais souvent la vie des autres, la théorie, etc., on se confronte pas vraiment à ce que nous, on a besoin de travailler en fait, finalement. C'est ça. Parce que pour libérer dans les thérapies, etc., on est obligé de ressentir. Donc en fait, par exemple, un traumatisme, il faut le ressentir qui remonte, quoi. Alors des fois on peut avoir envie de vomir, mais vraiment, on peut passer 4 jours à pleurer dans notre chambre, on peut être hyper en colère, mais au moins on ressent quoi, le truc. Et puis après ça se libère automatiquement, quoi. Ouais, et donc les deux choses sont vraiment super importantes, hein. Il y a l'action, mais cette étape de juste lire et de s'informer et de ressentir, c'est aussi indispensable. Je dis pas que c'est moins bien que l'action, non. Toutes les deux sont vraiment complémentaires. Et puis il y a des fois on n'a pas non plus la force d'y aller. Il y a des jours on n'aura pas la force, on n'aura pas l'envie, et c'est ok. Puis même nous, on est cyclique, on est beaucoup plus réceptif à la lune, enfin il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est vrai qu'il y a des grandes lignes, mais il faut aussi être à l'écoute de soi et de ce qu'on veut, ce qu'on a à l'intérieur au fond, au moment donné en fait. Bien sûr. Ok. Donc voilà, le projet, ça serait vraiment d'écrire un bouquin dans cette dynamique-là et ensuite, effectivement, créer un groupe de soutien qui, je pense, est ultra important pour les personnes qui veulent se guérir d'une addiction, quelle qu'elle soit. Un espace où vraiment elles puissent être entendues. Exactement, où il y aura zéro jugement, où effectivement elles pourront tout dire sans se juger, sans s'auto-insulter, sans se dire c'est tellement important. Je suis moins que rien, ou tu vois, non. C'est tellement Parce important. que quand tu es dans... Moi je sais qu'il y a des choses que j'ai faites, tu vois, quand tu es dans la dépendance affective, comme je te disais, tu es prêt à tout faire, à tout dire, n'importe quoi. Hein. Juste pour arriver à tes fins. Juste pour arriver à voir qu'il y a des choses, mais jamais j'ai pu les partager à personne. Que ce soit même ma meilleure amie, que ce soit ma mère, que ce soit n'importe qui. T'as pas pu est-ce que tu ressentais parce que c'était trop fou de faire des choses comme ça. Si tu dis ça à une personne qui comprend, qui sait pas ce que c'est que la dépendance affective, elle va se dire elle est tarée. Cette personne est complètement folle. Mais oui, parce que ça ne se fait pas. C'est complètement aberrant.
Mais parce qu'en fait, tu perds la raison. Mais complètement. Il n'y a plus de raison. Mais il n'y a plus de raison quand tu as envie de te suicider alors que tu as un petit enfant de 2 ans. Alors il avait 3 ans et demi à l'époque. Tu vois bien que là tu perds la raison. Ouais, tu perds la raison parce que, entre guillemets, il n'y a plus de raison de vivre sans cette adrénaline-là, sans cette personne-là, il n'existe plus rien dans la vie. Ni enfant, ni famille, ni ami. Et non. Mais non, mais comme on le ressent du plus profond de notre être, dans nos entrailles. Ah oui. Du coup, on pense que c'est la réalité en fait. Ce qu'on ressent, on pense que c'est la réalité. On s'est créé une réalité, mais qui n'existe pas en vrai. Un fantasme, comme on peut lui dire. Ouais. C'est ça. Mais c'est sûr que oui, ne pas négliger cette douleur-là, ne pas négliger le fait qu'on est dans un état très fébrile aussi. Et prendre conscience qu'on est malade aussi. Ouais. C'est important de le dire et de l'accepter. C'est clairement, moi j'étais malade. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Pas du tout. C'est la seule chose, c'est de faire en sorte de guérir. Mais clairement, j'étais malade, oui. Clairement. Donc c'est une belle preuve qu'on peut s'en sortir, on peut y arriver, qu'on peut se reconnecter avec la puissance. Ouais. Alors par contre, je pense que comme toute addiction, il y aura toujours une fragilité. C'est-à-dire qu'il y a des êtres sur cette terre qui animeront ça en moi. Et il y a des êtres sur terre qui par contre animeront complètement autre chose chez moi et pas du tout la dépendance affective. Donc le tout, c'est effectivement de se guérir pour être attentif justement aux personnes qui pourraient animer cette dépendance affective chez moi ou pas. Et après, faire des choix de vie, tout simplement. Après, on a des détecteurs. Oui, c'est ça. Il y a des détecteurs qui se mettent en place quand on a trop souffert et qu'il y a des types des profils qui nous mettent en insécurité totale. Ouais. Après, on arrive à les reconnaître. Quand on a fait ce travail-là de guérison et tout ça, on peut détecter. Mais tant que tu n'auras pas fait le travail, mais comme on disait tout à l'heure, la vie, elle te remettra toujours dans le même schéma. J'ai l'image d'un pantin en fait. Il va être tiré de tous les côtés. Et en fait, il ne peut pas s'en sortir tant qu'il n'est pas droit, aligné, connecté en haut, en bas et bien ancré. Il y aura toujours cette faille en fait. C'est juste être attentif et dans les moments où on est peut-être un peu plus émotionnellement, un peu plus déséquilibré, etc. C'est là que ces personnes-là apparaissent. C'est peut-être aussi être attentif au moment où justement ces personnes qui nous insécurisent arrivent dans notre vie. Parce que en général, y en a qui viennent pour nous sauver, nous comme des anges, et d'autres qui viennent nous déstabiliser un peu plus. Donc là, c'est sûr que il faut être bien attentif. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr, c'est important. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter? Un mot d'espoir, je sais pas, pour les personnes qui vivent des choses très difficiles et qui... ou pas, ou voilà. Juste se dire que rien n'est impossible, vraiment. Même quand on croit que plus rien n'est impossible, je suis sûre que toi ou n'importe qui pourra regarder cette vidéo peut repenser à un moment dans sa vie où elle était persuadée que cette situation, jamais j'y arriverai, jamais je surmonterai ça. Ça c'est juste pas possible et que finalement ça s'est bien passé. On en a tous. Non, on en a tous, c'est vrai. Des épreuves où on s'est dit c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et finalement, on est là et on continue de grandir et c'est important de le faire pas tout seul dans son coin aussi. Bien sûr. Le lien il est tellement important pour lui. Hyper important. Moi j'étais arrivée à un point où je me disais que l'humain, j'étais devenue style anti-humain, tu vois. On peut, je pense que c'est aussi, il y a des moments où on a le droit d'être révolté parce que ça dépend comment, selon le prisme par lequel on regarde la vie. On dit souvent cette phrase-là. Mais il y a quand même des choses atroces qui se passent sur Terre, etc. Donc parfois, quand on peut être un peu plus fragilisé, on va être attiré par ces choses-là. Mais si on regarde la vie d'une manière différente... Mais de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, et ce livre est complètement fou par rapport à ça, quand ce livre que je te disais, tout est toujours parfait, c'est que chaque étape de guérison
a sa raison d'être. Donc le fait d'avoir détesté l'humanité entière a certainement eu sa raison d'être, Voilà, d'être là à ce moment-là. Voilà. Donc juste, voilà, se dire que tout est toujours possible. Vraiment. Même quand tu crois que tu vas défaillir et que là tu n'as plus aucune source d'énergie et que tu es dans un épuisement profond. Un essorage. Ouais, mais c'est encore possible. On a une capacité dont on ne se rend même pas compte. Ça, c'est vrai. Comme tous et moi la première. Tous les grands qui ont marqué l'humanité, ils étaient dans des situations atroces. Voilà. Ils avaient la foi, ils avaient ce petit truc en fait. C'est ça. Donc, Bah, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, c'était un plaisir. C'était le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à aller suivre Sarah sur le compte donc Sarah Food Love. De toute façon, je te taguerai sur les vidéos. Et puis laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Une petite chose. Oui. Juste si effectivement il y a des personnes qui se sont un petit peu reconnues dans ce que j'ai pu partager, n'hésitez pas à me contacter parce que pour mon livre ça serait peut-être intéressant justement d'avoir des témoignages supplémentaires que je pourrais retranscrire parce que voilà, plus j'aurai de petites histoires comme ça, plus les personnes pourront s'identifier ça va animer aussi ton livre. Exactement. Super. Ouais. Ben, top. Donc surtout n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à contacter Sarah, nous mettre des commentaires et puis gardez la foi. Voilà. Salut.